Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. Nous sommes en guerre. Ah là là, le chien est une catastrophe pour la biodiversité. Et je vous dis pas le chat. Le chat, c'est terrifiant. Voilà, ça c'est un membre du GIEC qui disait ça. Bon, on va en parler. On va parler de tout, vous savez. Nous sommes en guerre, hein, bien sûr. Alors, par exemple, les dommages collatéraux. Eh bien, Caroline Brémaud, qui était chef des urgences de l'hôpital de Laval, a été démise de ses fonctions. Pourquoi ? Eh ben, elle va nous en parler. C'est quand même assez étonnant ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux de France et de Navarre. Et puis, nous allons évidemment parler également dans le Ça Balance, la rubrique que vous aimez. Qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir un colloque très très intéressant. La France et l'Europe. Alors vous savez, en ce moment, on parle de la Cour de justice européenne, on parle de l'euro, on parle de l'euro numérique, on parle de tout ça. Et au fond, la France, est-ce qu'elle existe encore ? Est-ce qu'elle est soluble dans l'Europe ? Ou Frexit, Brexit, tout le monde en parle. Et on va en parler avec Patrick Magneron. Et puis après, les perles, vous allez voir avec quelles perles, notamment le rôle des chiens et des chats, les cassages d'assiettes à la cantine, etc., etc. Eh bien, nous allons recevoir Flora qui est Saint-Céran pour un livre assez drôle, assez réjouissant, éducation minimum. C'est-à-dire que, puisqu'on fabrique une génération d'audidactes, enfin, j'espère que Gabriel Attal va changer cela, eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir de la France ? Un livre assez désopilant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Depuis le 1er décembre, Caroline Brémaud n'est plus chef du service des urgences de l'hôpital de Laval. Décision conjointe du directeur et du président de la communauté médicale de l'établissement. La raison officielle invoquée, une gouvernance unifiée au sein du département de médecine d'urgence. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Mais apparemment, ça ne s'est pas passé comme ça. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Grande Sophie, du courage, du courage, du courage. Je crois que c'est la vertu la plus importante, on l'a souvent dit. Et elle n'est pas très actuellement très présente sur le marché, il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Caroline Brémaud ? Bonjour Caroline Brémaud. Bonjour. Bonjour. Vous étiez jusqu'au 1er décembre chef du service des urgences de l'hôpital de Laval. Et je voudrais juste montrer les réactions qu'il y a eu, parce que nous avons reçu, nous, ici, des tweets et des messages. Alors, comme ça, je dis, cette décision est totalement injuste, inacceptable, abjecte et totalement déloyale. Elle contrevient à la liberté d'expression. Union départementale FO 53, je rappelle, l'hôpital de Laval en Mayenne. Yannick Favennec, député de Laval. Si on veut la faire taire, c'est proprement injuste et tout à fait anormal. Si vraiment c'est une sanction, c'est inconsidéré. Et puis beaucoup d'autres aussi, voilà. Qu'est-ce qui se passe alors exactement ? Et c'est vrai, alors vous étiez... Enfin, d'après, on a fait une enquête, vous étiez populaire. Et alors, c'est une décision administrative, comme peut arriver dans tous les hôpitaux, ou c'est autre chose, Caroline Brémaud ? Merci déjà de m'accueillir dans votre émission. Et donc, en fait, il y a la raison officielle que vous venez d'évoquer, et puis il y a une raison officieuse. Et en fait, ça fait 2 ans, moi, que je prends la parole pour dénoncer l'effondrement du système de santé, et particulièrement de l'hôpital public. Et ça fait 2 ans que je reçois des messages pour me dire que je prends un risque pour ma carrière, que c'est dangereux d'être un lanceur d'alerte. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Je me suis fait démettre de mes fonctions au 1er décembre. Et pour moi, ça ressemble à une sanction déguisée, parce que la raison qui est invoquée, elle tient pas debout. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un audit de octobre 2021
Et cet audit a été fait avant que l'hôpital de Laval soit en difficulté au niveau des nuits et que la nuit en soit fermée ou régulée, question de sémantique. Ouais. Et dans ce rapport, il est dit que effectivement, ça serait mieux d'avoir un chef unique, mais il est dit aussi pour urgence SAMU-SMUR, mais il est dit aussi que ce chef unique devrait travailler dans les 2 services, aux urgences et au SAMU-SMUR. Et la personne qui a été choisie, en fait, ne remplit pas cette condition. D'accord. Alors justement, revenons à ça. Mais enfin, Caroline Brémaud, vous dites que le système de santé des hôpitaux ne va pas bien en France. Mais attendez, on nous dit, tous les princes qui nous gouvernent nous disent le contraire. Tout va pour le mieux dans cette France, cher pays de nos enfances. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Et je sais que vous n'êtes pas la seule. Quand vous dites que le système est en train de s'effondrer et il ne va pas, quelles sont les principales failles pour vous? En fait, il y a des failles dans tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée aux urgences, il y a des failles au niveau de l'accès aux soins, au niveau des médecins généralistes ou des spécialistes en ville. On sait tous qu'on met du temps à avoir un rendez-vous avec son médecin traitant quand on a la chance d'en avoir un. On sait tous qu'on met du temps à avoir un rendez-vous avec l'ophtalmo. Le dermato, on n'en parle même pas. On sait tous que pour avoir des aides à domicile pour les personnes âgées qu'on maintient à leur domicile, c'est compliqué aussi. Ensuite, il y a aux urgences, c'est saturé. On a tous des images de gens qui passent des heures sur des brancards, 24, 48, 72 heures sur un brancard. On manque de médecins, donc les urgences sont fermées la nuit dans beaucoup de territoires. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire 30, 40, 50 minutes de route en plus pour avoir un accès aux soins, alors qu'on sait que dans l'urgence vitale, chaque minute compte. Et puis, on sait qu'après, pour être hospitalisé, il y a pas de lit dans les hôpitaux. Donc, soit on fait sortir les gens plus vite que nécessaire, et 2 jours après, ou même le soir même, on les retrouve aux urgences. Soit on a des décès. Et en fait, ces choses-là, on peut les mesurer parce que depuis quelque temps, on a une augmentation de la mortalité infantile, on a une diminution. Il y a une augmentation constatée, Caroline Brémaud. Il y a une augmentation constatée de la mortalité infantile? Oui, il y a un papier qui vient juste de sortir il y a très peu de temps, qui est un marqueur fort. D'accord. Et l'esprit en bonne santé aussi régresse, et ça, c'est un marqueur fort. Oui. Alors justement, on parlait des urgences puisque c'est votre métier, bien sûr, et votre pratique. Vous dites qu'il y a beaucoup d'hôpitaux en France, les urgences fermées la nuit. Alors quand il y a une urgence, donc il ne faut pas tomber malade ou avoir un accident ou avoir quoi que ce soit, une crise la nuit, quoi. C'est ça. En fait, il y a des hôpitaux où il y a des fermetures sèches, où là, vraiment, il se passe rien. Et puis, il y a des hôpitaux comme le mien, où on est en nuit régulée, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'urgence vitale qui est prise en charge par le médecin du SMUR, parce qu'il n'y a plus de médecin d'urgence. Mais dans mon hôpital, ce que je dénonce, c'est que les nuits où on est en régulation, on ne prend pas en charge SOS AVC. Et ça veut dire qu'en Mayenne, dans toute la Mayenne, quand on est fermé l'été 20 nuits par mois, on ne prend pas en charge les AVC dans tout le département. Et donc, les gens doivent faire plus d'1 heure de route pour être pris en charge, alors qu'on sait que l'AVC est le premier pourvoyeur chez l'adulte. Oui, l'AVC, si ça se soigne pas, si ça se prend pas très vite, on sait très bien ce qui se passe. Mais dites-moi, ce qui se passe en Mayenne, ce qui se passe dans votre hôpital, au fond, donc, ce qui embête, c'est que vous soyez la feuille de température, quoi, que vous donniez un peu la température en disant voilà ce qui se passe, et c'est ça, les lanceurs d'alerte doivent être dénoncés, surtout circuler, il n'y a rien à voir, c'est ça. Parce qu'en fait, en toile de fond, on me dirait, je mets des guillemets pour me protéger, mais que je pourrais nuire à l'attractivité du territoire. Ah, ça pourrait nuire à l'attractivité du territoire, oui. L'entreprise, elle dirait que les actifs n'ont pas envie de venir travailler en Mayenne parce que y a pas de médecin traitant, c'est pas de ma faute, parce qu'on ne prend pas en charge les AVC la nuit quand on est en nuit régulée, et donc ils n'ont pas envie de venir s'installer dans ce territoire-là. Sauf que ces grandes entreprises, au lieu de mettre la pression sur le gouvernement pour faire en sorte qu'on ait les moyens de soigner les gens dignement partout en France, ils préfèrent dire faites la terre. Oui, et donc, c'est l'accumulation de ces personnes-là, le gouvernement qui ne veut pas mettre l'argent, parce que c'est Bercy qui tient les cordons de la bourse. Bercy, c'est... Mais attendez, Caroline Brémaud, Bercy, c'est le gouvernement. Bercy, que je sache, est dirigé par le ministre des Finances, qui fait partie du gouvernement, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que souvent, on tape sur le ministre de la Santé, mais c'est même au-delà de la Santé, finalement, c'est sur Bercy qu'il faut se centrer. Il faut aller faire pression.
Ouais. Et dites-moi, aujourd'hui, alors vous, votre statut aujourd'hui, vous faites quoi? Puisque vous n'êtes plus chef, mais vous êtes toujours dans le service ou quoi? Oui, le directeur a émis le souhait que je reste médecin au sein de l'établissement. Et vous, qu'est-ce que vous restez? Oui, je reste parce que j'aime bien là être où j'enquiquine le monde, parce que je sais que c'est que je suis au bon endroit. Oui, je comprends. Et dites-moi, alors pour vous, vous regardez cela, effectivement, comme toujours, le premier qui dit la vérité, il sera exécuté, hein, Cassandre, on connaît, ce n'est pas nouveau, mais vous vous dites au fond, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est se faire pression sur Bercy, sur les finances, parce qu'au fond, on a réduit, parce que ça fait des années qu'on dénonce cela, mais on a l'impression que rien ne change. L'histoire des urgences est quand même... moi, il m'est arrivé d'aller avec un ami qui était aux urgences. C'est vrai que quelquefois, c'est assez hallucinant, pas partout, mais dans certains hôpitaux. Donc, vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on réagir, vous, au niveau du personnel? Oui, comment on fait? Moi, ce que je propose, en fait, c'est que déjà, ce soit les citoyens qui s'emparent du sujet. Et il faut aussi, et je vous remercie de m'avoir invité, qu'il y ait une prise de conscience collective, que c'est pas chacun dans son département qui a un problème, mais que déjà la problématique, elle est nationale. Et quand déjà il y a une prise de conscience des citoyens que la problématique est nationale et qu'on n'est pas centré sur son territoire, ben peut-être on pourra faire quelque chose de constructif. Et puis, moi, je proposais de faire carrément les gilets blancs de la santé, à l'image des gilets jaunes, pour dire qu'il faut un mouvement citoyen qui soit fort, qui marque, et pour montrer que tout le monde est dans l'opposition de ce qu'on nous demande de faire. Enfin, on a demandé cet été aux hôpitaux de réduire de 5% leur budget. C'est pas entendable. Le président avait fait des vœux sur la santé. Bah, je ne sais pas ce qu'il nous a souhaité, mais on est en décembre. On a demandé là, très récemment aux hôpitaux de réduire de 5% leur budget, c'est ça, au niveau national. Oui. C'est intéressant, c'est très encourageant tout ça. C'est scandaleux. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait... Enfin, nous, quand on râle les soignants, on ne nous entend pas ou peu. Et, ou alors, si on met en place des choses, c'est vraiment minime et anecdotique. Il faut vraiment que la population se saisit de la gravité de la situation, parce que la santé, ça concerne tout le monde, quel que soit son statut social, quelles que soient les relations qu'on peut avoir. Alors oui, on peut avoir des petits passe-droits quand on a des amis pour avoir des rendez-vous plus vite, mais votre AVC, où que vous soyez en France, vous avez besoin d'être pris en charge en urgence. Et vous avez beau connaître machin truc chouette, le jour où vous faites votre AVC dans un endroit où l'hôpital il est fermé la nuit parce qu'il n'y a pas de moyens, et ben vous serez comme tout le monde à attendre 1 heure pour avoir votre IRM et qu'on vous mette le traitement approprié. Et ça, c'est pas entendable. Donc moi, quel que soit son bord politique, quelle que soit sa classe sociale, j'appelle les gens à se révolter, parce que l'accès aux soins, c'est un droit fondamental. Ça fait partie de ce qui nous identifie, c'est notre carte d'identité de France, de la France, c'est d'avoir un accès aux soins performant. Mais ce qui est étonnant, parce que tout le monde est concerné par la santé, tout le monde, à un moment donné, a connu, que ce soit un membre de la famille, un ami, une connaissance, etc., qui a dû partir en urgence, etc. Comment ce service de l'urgence n'est-il pas la première des urgences? Et c'est ça. Et comment vous comprenez, franchement, les gens devraient le savoir, ça, franchement. Oui, ils savent, mais en fait, ils se sentent démunis, ils savent pas par quel bout le prendre. Et puis, à chaque fois qu'on a l'impression que ça commence à monter, la mayonnaise à monter au niveau des citoyens, le gouvernement fait une annonce qui va endormir le monde. Comme en janvier, on a eu les vœux sur la santé. Ça a endormi tout le monde, et puis après, on est passé aux retraites, et puis après, c'était l'été, et puis voilà, c'était passé. Donc, à chaque fois, en fait, il y a des effets d'annonce pour dire on vous a entendu, il va se passer quelque chose. Mais non, il faut vraiment pas croire ce qu'on nous dit, croire ce qu'on voit, les actes, en fait, parce que les paroles, c'est trop facile. Bien sûr. Alors, Caroline, le collectif Interhôpitaux, à votre propos, a dit il fallait la faire taire. C'est plus facile de lui couper la tête que de travailler sur la problématique de l'attractivité. Que veulent-ils dire par l'attractivité? En fait, c'est moi, je fais partie d'un désert médical là dans mon département. Oui. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on me reproche de nuire à l'attractivité, qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire? C'est l'offre de soins. Bien sûr. Donc quand vous il y a l'offre de soins, il y a l'accès au logement, il y a l'accès aux loisirs, et puis il y a tout ce qui est desserte par le train ou par la transport, route. etc. Donc, oui, bien sûr.
c'est vrai que pour l'accès aux soins, ils sont tellement démunis parce que ça fait tellement d'années qu'il se passe rien qu'on aurait déjà eu le temps de former des médecins et des infirmiers que finalement personne ne fait rien et on se dit on va plutôt enterrer le problème que d'essayer de le résoudre. Donc on va cacher la problématique pour que on fasse croire à tout le monde que tout va bien en Mayenne. Mais c'est un département magnifique et moi j'adore y vivre, mais il y a une problématique d'accès aux soins comme dans beaucoup de départements en France, et il ne faut pas la nier, il faut se battre bec et ongle pour la résoudre. En parodie à Molière, on pourrait dire le Tartuffe cachait ce soin que je ne saurais voir. C'est ça qui est en train de se passer et c'est assez terrifiant. Merci Caroline Brémaud. Écoutez, j'espère que franchement, et on le dit tous, et vous auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, vous avez intérêt à vous mobiliser partout. Il n'y a aucune raison que la France, qui il y a 20-25 ans avait le système de santé et qu'on considérait le premier du monde, soit devenue dans cet état. Il faut savoir pourquoi, mais pas seulement savoir pourquoi, agir en conséquence. Les mots c'est bien, les actes c'est beaucoup mieux. On remercie Caroline Brémaud d'avoir été avec nous, médecin, ancienne chef du service des urgences de Laval. On continue cette émission sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On va parler d'Europe dans un instant, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Certains dirent la France doit rester dans l'Europe. Oui, c'est notre avenir, c'est notre horizon absolument incontestable et irremplaçable. Et d'autres disent Frexit ou Brexit. En fait, quelle est la place de la France dans l'Europe en 2023 avec tout ce qui se passe? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'est une séquence dont on ne se lasse pas. Ursula von der Leyen en train de se laver les mains et en chantant l'hymne européen, évidemment. Pauvre Beethoven, que de fausses notes on émet en ton nom. Bon, soyons pas méchants envers Ursula, mais quand même. Alors, Patrice Magneron, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable régional Île-de-France de Place d'Armes et samedi, c'est-à-dire dans 48 heures, samedi 16 décembre, à l'espace Charenton à Paris 12e. Pour ceux que ça intéresse, voilà, vous direz où ils peuvent s'inscrire pour ceux qui veulent y assister. Donc, avec de nombreuses personnalités, Charles Gave, Philippe Murer, Pierre-Yves Rougeron, le général Richoutz, François Asselineau, Jacques Beau, que nous connaissons bien, ici certains d'entre eux en tout cas. Quel avenir pour la France en Europe? Mais quoi, vous êtes inquiet pour l'avenir de la France en Europe? On le serait à moins. De plus on avance malheureusement dans cette construction européenne, on devrait plutôt appeler ça la déconstruction de la France. Plus on avance dans cette déconstruction de notre pays, et plus on s'aperçoit que les textes sont de plus en plus violents à l'encontre de notre souveraineté. Il y a déjà des prochains projets qui visent notamment à abandonner notre droit de vote sur la politique étrangère, sur notre fiscalité. Est-ce que ces projets sont avancés concrètement? C'est quoi? C'est vraiment de dire on ne vote plus sur un certain nombre de domaines? Bien sûr, ça fera partie de l'agenda. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas tout mettre d'un seul coup, donc ils y vont petit à petit, par petites étapes. D'ailleurs, c'est ce qui rend la chose assez, je dirais, perverse ou cynique, c'est que les textes pris séparément les uns des autres semblent assez indolores. Or, en définitive, c'est le tout qui montre que c'est très dangereux. Donc, ces transferts de compétences de notre souveraineté vers Bruxelles sont très inquiétants, effectivement. C'est-à-dire, vous dites carrément, on détricote la France pour habiller Pierre, pour habiller la Commission européenne. Regardez notre fiscalité. Très franchement, la plupart des mesures fiscales nous viennent de l'Europe, nous sont imposées par l'Europe. La plupart des normes, je sais pas, vous prenez les normes dans le bâtiment, les normes écologiques, c'est imposé par l'Europe. C'est pas d'aujourd'hui. Là, j'invente rien. Tout le monde l'a bien constaté. Donc, en fait, l'immigration. Alors là, il y a un vrai sujet parce qu'effectivement. C'est quelque chose qui n'est absolument pas contrôlé. Déjà, si on était seul, c'est-à-dire avec des frontières, on aurait du mal, bien évidemment, à contrôler cette immigration. Alors, à l'échelle de l'Europe, ça devient tout simplement impossible.
Et je pense que d'ailleurs nos autorités s'en rendent bien compte. L'ennui, c'est que plutôt que se dédire, faire marche arrière, eh bien, ils avancent. Le mur est là, mais ils avancent quand même. Alors, Patrick Magnuron, selon vous, vous êtes citoyen français, et je vous interroge à ce titre. À votre avis, ils se rendent compte ou en fait, ils ont envie, ils pensent que c'est par là qu'il faut passer, que la France c'est très bien, mais que la France est toute petite et que c'est l'Europe, l'avenir, encore une fois, l'avenir radieux. Oui, oui, bien sûr, c'est une démarche complètement consciente, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr. Je vais faire référence à un livre que je conseille, L'ami américain d'Éric Branca. Cette construction européenne, elle date de la guerre. Voilà. Donc on a une accumulation de textes qui ont été soit votés, soit tout simplement décidés par nos autorités, qui datent de 1945, et sous l'impulsion, on peut le dire quand même, des États-Unis. Ce qui explique d'ailleurs la forme fédérale de l'Europe d'aujourd'hui. Oui, mais pourquoi on n'a pas, pourquoi on n'a pas quand même, on n'a pas de dirigeants qui ont le sens de la nation, qui ont le sens de se dire quand même, on peut effectivement faire partie de l'Europe, mais tout en sauvegardant un certain nombre de domaines. Je ne crois pas. Regardez aujourd'hui le gouvernement actuel. Ils ont quoi? Ils ont 35, 40 ans, entre 35 et 45 ans. Ce sont des personnes qui ont été biberonnées à l'Europe, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, la plupart des symboles qui ont fait la France, ce sont des mauvais symboles. Donc le drapeau, l'hymne national, que sais-je. Donc pour eux, ça tombe sous le sens de tout construire à partir de l'Europe. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est assez intéressant de constater que pour des élections européennes, il faudra regarder les statistiques, mais je pense qu'il y a davantage de jeunes de 35 ans qui votent dans le cadre des élections européennes que dans le cadre des élections présidentielles, parce que eux, au quotidien, ils savent bien que les décisions se prennent en Europe. Ça, oui, donc il faut peser là-dessus. Oui, on va voir. Il faut peser là-dessus. Ce sera dans quelques mois. De toute façon, les élections européennes, on verra. Juste, est-ce que vous, personnellement, là, je vous parle du personnel, vous n'avez pas engagé Place d'Armes ou autre, mais est-ce que vous êtes pour le Frexit ou pas? Franchement. Aujourd'hui, en l'état actuel, il faut stopper l'Europe. Et oui, si ça devait passer par une sortie de la France, oui, j'y suis favorable. En fait, alors après, c'est là, bon, il faut nuancer quand même, parce que on a l'aspect monétaire qui est à gérer. On pourrait peut-être, pourquoi pas, rester dans l'Europe, mais tout simplement en essayant de recréer le fameux circuit du Trésor qui a été cassé par la loi du 3 janvier 73, la loi Rothschild. Peut-être qu'on pourrait revenir à ces systèmes-là et dépendre moins des marchés financiers. Moi, je crois, à titre personnel, bien évidemment, que le système confédéral nous conviendrait mieux, d'ailleurs à l'ensemble des pays, puisque ça permettrait tout simplement de sauvegarder les souverainetés nationales, tout en s'inscrivant dans un espace européen. Là, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on dilue les nations au profit d'une entité supranationale que plus personne ne contrôle, ce qui explique d'ailleurs beaucoup de dérives, des dérives des intérêts privés, des lobbies. Il y a toujours eu des lobbies, mais enfin là, ça a pris des proportions inquiétantes. Voilà, avec des conséquences qui sont toutes simples à mesurer. Jamais autant l'Europe n'a été inégale. On a un accroissement de la pauvreté qui est, j'allais dire, inversement proportionnel à l'accroissement des fortunes. C'est ça aussi. Tout à l'heure, vous disiez que l'Europe, ça pouvait être une chance, mais en fait l'Europe, on nous avait dit que l'Europe c'était la paix, non, c'est pas la paix, on le voit bien. On nous avait dit l'Europe ce serait la prospérité, il y a des inégalités, donc on voit bien que là aussi ça ne fonctionne pas. C'est sûr, c'était pas, rien n'est idéal, il n'y a pas de paradis sur terre, enfin pour le moment en tout cas. Non, mais les raisons pour lesquelles on nous vend l'Europe aujourd'hui ne fonctionnent pas. Est-ce que certains pays d'Europe, est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe en Hongrie, notamment en Espagne ou au Portugal, ou notamment sur l'histoire du gaz et l'électricité, ils ont pris des distances avec les normes européennes, donc on peut prendre ces distances. Alors ils ont pris des distances, oui, ils se sont très bien accommodés des textes, et puis effectivement, ils ont très bien négocié leur parti, oui, c'est ce qu'il faudrait, bien sûr. Mais nous, pourquoi nous ne le faisons pas, à votre avis ? C'est Fabien Bouglet qui expliquait que notre ministère de l'écologie était en liaison directe avec le ministère de l'Industrie de l'Allemagne. Donc quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. En fait, on décide vraiment plus de rien. Oui, en tout cas, c'est un vrai problème. Écoutez, en tout cas, un colloque qui vient à son heure complètement. Où est-ce que, pour nos éditeurs, où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire ? Il y a un site ? Ils peuvent s'inscrire en allant sur notre site. Donc c'est www.place
/6 armes au pluriel /6 idf.fr. Place armes, c'est ça. Place-du-6 oui. armes-du-6 idf.fr. D'accord. Ou en allant sur notre chaîne YouTube, il y a le lien de connexion, puisqu'on a créé un lien de connexion sur WizEvent. Voilà. Bah écoutez, on va suivre ça de toute façon, et voilà, effectivement, la place de la France en Europe, c'est quelque chose qui va être encore débattu très longtemps, à mon avis. Si je peux rajouter, je coupe. L'idée du colloque, ce n'est pas de faire un constat négatif, un de plus. On organise des conférences débats depuis maintenant 18 mois. Vous faites un constat. Et le constat, oui, mais il est quand même assez facile à faire de façon négative. L'idée est là, les conférenciers que nous avons invités, qui font l'amitié de venir, ont compris le message. L'idée, c'est effectivement de faire un constat, mais c'est de proposer des solutions, des perspectives à la France. Parce que baisser les bras, je pense que tout le monde, malheureusement, en est là aujourd'hui, mais il faut lutter, il faut combattre. Voilà, très bien. Mais vous savez, la parole propose, le gouvernement dispose. Très bien. C'est bien de le faire. Merci. C'est moi, merci. Merci Patrice Magneron d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable régional Île-de-France de Place d'Armes. On va se retrouver après cette courte pause sur Sud Radio. On va faire les pères, les U et les bravos. On va parler de chiens et de chats. Tiens. Et puis, vous aurez la parole, bien sûr, évidemment, au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. C'est bien. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Auditeurs de Sud Radio, amis de Sud Radio, résidents de Sud Radio, un message de la France libre. Profitez de vos chiens et de vos chats pour les vacances de Noël. Parce que après, c'est fini. Comment c'est fini ? Mes chiens, mes chats, on va me les enlever ? On va faire quoi ? C'est fini parce que c'est très mauvais. Pour la biodiversité, c'est très mauvais. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. C'est Lynn Renault. Combien pour ce chien dans la vitrine ? Elle a, je sais pas, 60 ans. Elle est magnifique. Eh bien, vous savez, hein, les chiens, les chats, pourquoi j'ai pris effectivement cette annonce sur un ton sépulcral ? Parce que pour un certain nombre d'écologistes et d'experts du GIEC, eh bien, je vais vous dire, pour eux, ils nous donnent cette information, à voir si elle est exacte ou pas. Vos chiens et vos chats sont des catastrophes pour le climat et la biodiversité. La biodiversité. Comment vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Ah si. C'est François Gémen, un des membres du GIEC qui le dit. Alors le GIEC, je pensais que c'était seulement des scientifiques. Non, François Gémen est politologue. Il est prof à Sciences Po à l'Université de Liège, de sciences politiques, intéressé à l'environnement. Il n'est pas scientifique. Et alors, il a le droit de parler, bien sûr. Et voici ce qu'il a dit hier sur LCI, François Gémen. Écoutez. Est-ce que vous voulez de la vérité ? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à être enseveli de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs ? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais. Et la vache ? Et la vache aussi, mais ça on en parle. D'accord. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Et donc très clairement. Catastrophe, pardon. Alors parce que le chat effectivement est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce que il faut les alimenter. Et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas faire comme l'Australie et lancer des campagnes d'abattage. Alors, pour ne pas se mettre tout le monde à dos, généralement, on n'en parle pas et on se concentre plutôt sur d'autres sources d'émissions parce que il faut reconnaître que les chats et les chiens remplissent aussi une fonction sociale importante. Ce sont aussi des compagnons pour des gens, pour des personnes âgées. Et donc, on est évidemment bien conscient de cela. Mais il y a un vrai enjeu sur effectivement, comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chat pour la biodiversité et comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chien sur le climat, notamment via sa nourriture et son alimentation. Alors là, ça devient très, très, très intéressant. Ça s'appelle un expert. Il est au GIEC. Et vous savez très bien que les résultats du GIEC sont absolument imprimés sur pratiquement tous les médias de France et de Navarre.
comme l'Évangile, la Torah ou le Coran, hein, le GIEC. Voilà. Eh bien, écoutez, ça veut dire quoi, en fait? Si vous traduisez un peu ce que dit ce monsieur, hein, eh ben, il faut supprimer les chats et les chiens. La biodiversité, c'est d'abord ça, hein. Nous vivons par la biodiversité. Les vaches, comme il dit, c'est déjà fait, tout le monde est d'accord. Voilà, on va supprimer les cheptels, évidemment, ça ne sert à rien. Mais moi, je trouve que ce monsieur François Gémen va pas assez loin. Mais vous savez, nous sommes aussi, nous humains, hommes, femmes, enfants, vieillards, responsables de cette biodiversité, responsables du fait que la déforestation, trouver des aliments, nous aussi on mange. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, supprimons-nous. C'est vrai. Je veux dire, à quoi ça sert? Vous avez vu que quelques voix se passent en disant il y a trop de population, etc. Allez, ça suffit. Il y a trop de monde sur cette terre. Bah, écoutez, franchement, disparaissez d'une manière ou d'une autre. Comme il dit, les chiens et les chats, c'est très bien pour les personnes âgées. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas 70 ou 80 ans ne s'intéresse pas du tout aux chiens ou aux chats. Il faut entendre sans que personne ne réagisse. Ce brave monsieur, quand je dis brave, vous avez compris ce que c'est, de dire mais oui, les chiens et les chats, ça ne sert à rien, les vaches, etc. Mais dites-moi, à un moment donné, moi je veux bien qu'on soit dans une espèce de délire monomaniaque, sépulcral, et qu'on accepte tout. Mais à un moment donné, au nom du GIEC, ou au nom de je ne sais pas quoi, est-ce qu'on va retrouver un tout petit peu d'équilibre? Est-ce qu'on va trouver... L'homme a commencé avec la chasse et la cueillette. Mais monsieur Gémen, ni vous, ni votre père, ni votre grand-père, ni votre grand-mère ne seraient là si on n'avait pas chassé et cueilli. Alors vous racontez quoi? Vous racontez n'importe quoi. Et franchement, quand j'entends ça, je me dis vraiment qu'il y a un moment donné, je repense à la phrase immortelle de Michel Audiard, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est évidemment, vous avez reconnu l'immortel Pierre Perret. Et oui, mais non, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro où? Dans la société? Dans ce qui se passe? Dans les attentats? Dans les massacres? Dans les... Oh non, là, ça va, là, c'est la justice avec sursis, bracelet électronique, ou alors, effectivement, l'attel psychiatrique, un déséquilibré. Non. C'est au collège Léonard de Vinci, ils ont tout compris, voilà. Alors, eux appliquent la tolérance zéro. Eh bien, on ne plaisante pas. Au collège Léonard de Vinci de Vitry-les-Reims dans la Marne, on ne plaisante pas avec la vaisselle de la cantine. Voilà, un élève de 5e a appris à ses dépens. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, écoutez, il a cassé une assiette. Voilà, accidentellement. Vous savez, il était à la cantine, il a cassé une assiette. Eh bien, voilà. Vous savez, il a fait ça. Il a cassé une assiette. À qui dans tout c'est pas arrivé? Eh bien, le collège Léonard de Vinci, il n'est pas comme notre gouvernement, il n'est pas comme le ministre de l'Intérieur, il n'est pas comme les élites. Non. Lui, il dit, attendez, vous avez caissé, vous payez. Eh ben, moi, je trouve ça pas mal du tout. Il a dû présenter à ses parents une facture d'un montant de 3,28 €. Voilà, 3,28 €. Alors, les parents, ils n'étaient pas contents, et le beau-père du collégien a dit, écoutez, c'est très simple, je paierai, mais je paierai en pièces d'1 centime. Eh ben, collège Léonard de Vinci, il dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez payer, effectivement, 3,28 € en centimes, et tout va bien. Je vais vous dire, on a l'air de rigoler en du qu'est-ce que c'est ça, un truc pour une assiette. Mais si nous avions dans l'État, dans l'élite évidemment protégée, surprotégée, des gens qui disent oui, mais quand vous commencez à casser déjà, eh ben il faut payer. La sanction, vous savez, la sanction, liberté, responsabilité, droit, devoir. C'est pas mal que le collège Léonard de Vinci de Vitry-les-Reims dans la Marne le rappelle à nos âmes sensibles et à nos oreilles bouchées. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Son de Charles Aznavour, la terre meurt et on s'en fout. Eh ben écoutez, non, la loi est là maintenant. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, voilà. Eh bien l'AGEC, ça y est, à partir du 1er janvier, vous voyez, c'est demain, 1er janvier 2024, il sera obligatoire de trier et de séparer les déchets alimentaires du reste des ordures ménagères. Alors attention, il y a les ordures ménagères, vous savez, les boîtes jaunes, les boîtes, etc., les poubelles. Eh bien là, toutes les communes seront concernées, mais évidemment, ils n'auront pas tous le système de collecte, ça va y avoir de collecte, il faut attendre en 2025. Voilà, pourquoi? Parce qu'il faut réemployer, recycler et trier à la source. Voilà, donc on fera tous les moyens, collecte en porte-à-porte, bornes spécialisées, que tout le monde puisse trier ses déchets biodégradables et les séparer du verre. Alors l'équipement, ça va prendre un peu de temps. Alors moi je le trouve très très bien, simplement
Est-ce que ça va pas augmenter encore la taxe sur les ordures ménagères? C'est bien, parce que pour le moment, vous savez, 44% de nos déchets sont recyclés, alors on veut augmenter ça. Donc, compost, baby, compost. Et voilà. Simplement, en fait, on a un petit problème avec ça. Il y a déjà une poubelle jaune, poubelle verte, poubelle ceci, poubelle cela. Vous voyez, on trie, très bien. Mais on trie jusqu'à où? Vous avez un appartement, mettons, de 30 mètres carrés, de 25 mètres carrés, vous mettez combien de poubelles? Parce que si vous commencez le compost, pourquoi on va pas arrêter pour le reste, hein, je veux dire... Alors, c'est très bien, mais espérons un tout petit peu que ça soit arrangé autrement, que ce soit recyclé autrement. Sinon, on va pas être très bien pour nous, hein. Parce que qu'est-ce qui va là? Alors voilà comment ça va se passer. Je vous le dis, hein, voilà. C'est très bien. Il faut savoir que 83 kilos de déchets résiduels par habitant et par an. 83 kilos. Ça fait beaucoup, hein, un tiers du contenu. Alors, 5 millions de tonnes par an de déchets et qui sont brûlés ou en décharge avec des pollutions extrêmes, évidemment. Donc, on va faire des bouillons de légumes avec les restes de la planche à découper. Voilà. On va apprendre, on va se débrouiller, etc. Toujours l'environnement. Je peux comprendre là-dessus. Et en tout cas sur les chiens et les chats, la biodiversité, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, compostage individuel. On va prendre des sacs en papier craft ou des sacs compostables. Voilà. On va apprendre effectivement. Alors, quel type de déchets? Je vous le dis parce qu'il faut que vous vous équipez, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, il faut que vous vous équipiez. Eh bien, c'est très simple. Vous allez avoir, il faut déchets alimentaires, épluchures de fruits et légumes, peaux d'agrumes, d'oignons, d'ail, verres de poireaux, les restes de repas, les os et arêtes, les peaux de fruits, les coquilles d'œufs, les trognons, les fleurs coupées jusqu'aux plantes d'intérieur. Tout ceci fera partie du compost, ça s'appelle les déchets verts. Eh bien, je vais vous dire, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que quand même, les gens vont passer la moitié de leur vie à faire la cuisine et la moitié de leur vie à essayer de voir comment on peut trier les déchets et on peut composter. Ce sera la composition française du compost. On va beaucoup s'amuser, mais on aura du temps à perdre, bien sûr, puisque nos chats et nos chiens ne seront plus là, et ben ça va nous occuper. Le compost, l'animal fidèle. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio après les infos de 13h. Mais avant ça, vous entendez la musique. Ça y est, le grand sapin de Noël sur Sud Radio. Vous commencez à en avoir l'habitude. On vous gâte de cadeaux. On vous couvre de cadeaux pour ces fêtes de fin d'année sur Sud Radio. Parce qu'aujourd'hui, vous gagnerez peut-être un coffret d'objets design et connectés de la marque française Lexon. Une séance photo professionnelle en famille avec la Shooting Box Photo. On a encore plein de trucs à vous faire gagner. Des objets connectés, des enceintes, des tablettes tactiles, des séjours, des voyages. Bref, vous connaissez le numéro. 0826 300 300 pour tenter de remporter un nouveau cadeau à mettre au pied du sapin. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Face-à-face aujourd'hui, 13h03 sur Sud Radio avec non pas un mais deux invités, Arnaud Florac et Romain de Saint-Céran, tous deux auteurs et dessinateurs du livre Éducation Minimum. C'est publié aux éditions Magnus. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors je vais vous dire, j'ai lu ce bouquin, je l'ai reçu et j'ai pris un grand plaisir, mais je vous préviens, auditeurs et résistants et hôtes de Sud Radio, c'est très fort, et ce qui est très fort, c'est que ça va choquer un certain nombre de gens, ça va heurter un certain nombre de gens, mais ce qui est génial, c'est Montaigne qui parlait du frottis de cerveau, hein. Et alors, comme on se plaint que personne n'est plus éduqué, que on n'enseigne plus l'histoire au collège, qu'on n'enseigne plus rien, qu'on n'enseigne plus personne, et ben voilà, c'est un livre, Florac et Saint-Céran ont décidé de faire un livre qui s'appelle Éducation Minimum. Ça veut dire que si vos enfants ne savent plus lire, écrire, parler, qui ne parlent plus par borborique, mais que sur TikTok, ils peuvent dire attention comme ça, eh ben, ce livre est pour eux. Et pour vous, bien sûr, parents, parce que comme ça, vous allez aller à l'essentiel. Quand je dis l'essentiel, pourquoi? Alors voilà, nous avons Romain de Saint-Céran qui est là, et pour des raisons personnelles et ou professionnelles, Arnaud Florac ne veut pas se montrer, mais je comprends qu'Arnaud Florac ne veut pas se montrer, c'est lui qui a écrit le bouquin. Quand il commence à dire qu'en 1314, c'est là que la décadence a commencé, évidemment, il va avoir une légion
pas étrangère ou pas, qui va venir en tout cas s'occuper de lui. Mais pourquoi c'est fort? Parce que, effectivement, face au ronron que vous entendez du matin au soir, face à effectivement une espèce de doxa qui dit toujours la même chose. Alors, Florac est Saint-Céran pour les dessins qui sont remarquables. D'ailleurs, je vois que Rembrandt d'ailleurs va vous attaquer évidemment en diffamation et les en ayants droit, plagiat. ouais, on est mal. Ah ben c'est clair. D'ailleurs, en ce moment ça. Mais j'ai compris. On a fait attention aux droits d'auteur. Mais écoutez, vous avez fait. Et je vais le résumer parce que c'est là ça donne le ton. Et ce qui donne le ton, c'est le dernier paragraphe de la fin que vous avez écrit, Arnaud Florac. Je le lis parce que ça vaut le coup de prendre le temps. Au loin, lentement, monte le niveau de la merde. Des rats gros comme des chats sauvages dévorent des tentes quechua sous les ponts des beaux quartiers. La France qu'ils ont voulu, une France nulle en maths, mais qui court vite, une France tacos, Kentucky Fried Chicken, en claquettes chaussettes, continue à changer, mais tout le monde fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Dans les foyers morts, la lumière du dieu lard de la télé est allumée. Une.e, présentateur.ice, bien, écriture inclusive oblige, reçoit des pédophiles dépoitraillés et des sénateurs sous coke, je ne vais pas vous demander les noms, qui viennent expliquer que la France a toujours été comme ça. Tout de suite après la pub, on retrouve un reportage qui promeut l'inceste, un film qui parle de l'accueil d'un migrant, ou un spectacle subventionné dans lequel un objet religieux, catholique, car effectivement l'impertinence a ses limites, est tartiné d'excréments par des performeurs en juste au corps. 1000 attaques au couteau ont eu lieu dans la journée, quelques blessures à la gorge dans le tas, des incivilités. Vous, il s'adresse au lecteur, ça ne vous intéresse pas. Vous avez fait sécession. Vous êtes loin, dans le temps et dans l'espace. Vous méritez mieux. Vous irez chercher mieux. La vie sera belle, dense et riche. Qu'ils crèvent s'ils veulent, ce n'est plus votre affaire. Vous avez les clés du cabriolet et vous roulez sur la corniche vers un destin que vous choisissez. Le misérabilisme, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien. Vous avez reçu une éducation minimum. Alors c'est ça le but, Arnaud Florac ? Oui, c'est un peu le but, et volontairement, donc j'ai mis ce chapitre en dernier pour que ça se termine sur une adresse au lecteur. Le but, c'est, vous l'avez très bien dit, il y a eu un constat général de perte de sens, de perte de repères, de perte d'éducation. Je commence par préciser une chose sur le titre, il n'y a aucune volonté cuistre de dire que c'est ce qu'on décrit nous qui serait une éducation minimum. Simplement un clin d'œil à un film que vous connaissez probablement qui s'appelle Dick et Neck, qui est sorti en 2006 et dans lequel l'un des personnages se plaint que les gens qui mangent des chips trop forts n'ont pas reçu une éducation minimum. C'est joli, oui. Donc ça me rappelle. Voilà, tout le monde s'en souvient. Alors, ce qui est intéressant, et vraiment, c'est que vous parlez, et je voudrais que vous me parliez à un moment donné, il y a des chapitres, alors il y a tout, ça va du savoir-vivre à la Vendée, effectivement, ce qui s'est passé en Vendée, et que le Puy du Fou raconte très bien, notamment Brigitte Bardot, Michel Audiard, Arsène Lupin, les Trois Mousquetaires, Pierre Desproges, Paul Morand, Jean Raspail, Fanny Ardant, Bernanos, bien sûr. Alors on voit là quand même que, allez, on peut le dire, je crois, sans que ça soit un scoop, vous n'êtes pas spécialement de gauche. Je crois qu'on peut le dire, sans risque de se tromper. Sans risque de se tromper. Si toutefois les catégories de gauche et droite ont encore un sens, je suis pas certain que ça soit encore le cas. Ah oui, pourquoi, à votre avis ? Elles n'ont plus de sens. Parce que je crois aussi, peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, mais dites-moi. Je pense que la gauche et la droite, telles qu'on les entend maintenant, sont des astres morts qui traînent leur propre caricature. La gauche telle qu'on l'entend est la gauche humaniste des années 80 qui a complètement délaissé le souci des pauvres, et la droite telle qu'on l'entend, c'est la droite des gens qui gagnent du fric et qui ont complètement délaissé le combat des idées. La gauche a perdu le peuple, la droite a perdu la nation. On pourrait dire ça comme ça. On peut. Et alors, c'est intéressant parce que, d'abord, je dois dire, c'est très bien écrit. Je le dis, est très bien dessiné. Je parle pour les deux personnes qui sont là avec nous. Et vos choix de chapitres, je pense aux Trois Mousquetaires, je pense effectivement, et puis il y a de très belles expressions, les mythes, hier c'était les mythes, aujourd'hui c'est les mythos. Mais je voudrais juste qu'on commence par la France centrale. C'est quoi pour vous la France centrale ? Alors, la France centrale, ce que j'essaie de circonscrire, en tout cas comme espace dans le bouquin, c'est la France qui se situe à la périphérie de la France périphérique.
À la périphérie des villes moyennes. À la périphérie de la France périphérique. Ouais, Vous voulez dire à la périphérie de ce que raconte Christophe Guilluy, quoi. À la périphérie des villes moyennes que raconte Christophe Guilluy, à la périphérie des centres commerciaux moches, des pavillons, des zones résidentielles, etc. La zone où les départementales se terminent et où les chemins vicinaux commencent. Donc on peut essayer de la délimiter entre le Berry, la Nièvre, la Lozère, les confins de la Vendée, de l'Anjou, etc. C'est une sorte d'hexagone dans l'hexagone, en plus petit. Il se caractérise par quoi, cette France centrale? Quelles sont ses caractéristiques aujourd'hui? Aujourd'hui, cette France centrale, c'est d'abord une France qui est délaissée. Il n'y a plus personne pour s'en occuper. Il y a des gens pour s'occuper de la France périphérique, il y a même des gens qui en font leur fonds de commerce, mais il n'y a pas grand monde pour s'occuper des gens qui sont à la périphérie de cette périphérie. Et c'est une France qui, en revanche, a la qualité, donc ça c'est le défaut majeur, mais la qualité majeure de cette France centrale, c'est qu'elle a gardé des paysages, elle a gardé des maisons, elle a gardé des habitudes. On peut pas dire qu'elle a gardé des traditions, il faut pas fantasmer la campagne telle qu'elle n'est plus. Mais un art de vivre quand même, ou pas? Une forme d'art de vivre, oui. Oui. D'accord. C'est pour ça que, en fait, il y a quand même une très grande nostalgie un peu de tout ça, que ce soit Bardot, que ce soit Audiard, etc. Vous dites... Aujourd'hui, il y avait effectivement des dialogues. Parler d'Audiard, on sait les dialogues d'Audiard. Il y avait cette Furia Bardot, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait tout cela, et vous avez l'impression que tout ça a un peu disparu. Enfin, il y a quand même une grande nostalgie là-dedans. Je parlerai pas de nostalgie. Alors, il y a une forme d'hommage, c'est certain, parce qu'on est nécessairement éduqué par ces lectures, par les films qu'on a vus. Et il y a peut-être quand même, très objectivement, un pic culturel, civilisationnel au milieu des 30 Glorieuses, pour ceux qui les ont connus. Pour autant, je pense que la nostalgie, au premier degré, c'est vraiment une maladie de droite qui peut être vraiment destructrice. Cette façon de dire c'était systématiquement mieux avant, aujourd'hui on sait plus faire, etc. Et au contraire, l'idée de ce livre, c'est pour ça que ça se termine sur une adresse au lecteur, c'est de faire revivre dans l'esprit des gens les conditions qui ont permis de créer ça. Une mobilisation quelque part. Mobilisation, oui. C'est ça. On va donner la parole évidemment à Romain Saint-Séran. Ouais. Juste avant, je crois qu'il y a un petit cadeau de Noël à donner. Le cadeau de Noël qu'on prendra dans un instant après cette courte pause, et on tirera au sort le gagnant qui nous appelait, ou la gagnante de ce magnifique cadeau. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et je suis avec Romain de Saint-Séran et Arnaud Florac, Éducation Minimum. Je vous dis pas, on les avait passés par une porte dérobée, parce que, je vous dis pas, enfin, je veux dire, ils sont, quand je vous dirai de quoi ils parlent, sur la résistance, sur 1314, sur la République, franchement, je n'ai pas encore appelé la police, mais ça ne saurait tarder. Il y a déjà 50 fourgons de CRS qui sont devant Sud Radio pour les attraper comme étant sulfureux, à dissoudre, quoi. C'est une ligue à dissoudre, c'est évident. Alors, j'ai beaucoup aimé, vraiment aussi, Romain Saint-Séran, votre... de Saint-Séran, pardon, excusez-moi, j'ai pensé à Saint-Séran. Vous êtes dessinateur depuis toujours. C'est ça, oui. C'est ça. Et vous avez travaillé pour beaucoup de journaux. Oui, je travaille pour différents titres, pour La Furia, qui est le magazine. Absolument. Par lequel on s'est rencontré avec Arnaud. On a reçu Overton. Exactement. Voilà. Donc pour La Furia depuis quelques années. Je travaille pour L'Incorrect aussi, que vous connaissez peut-être depuis 7 ou 8 ans, enfin depuis la fondation. D'accord. Conflit, qui est une revue de géopolitique qui appartient au groupe Causeur, et puis quelques autres titres. Très bien. Oui, là, vous ne travaillez pas pour l'Humanité, ni pour Télérama. Oh, j'aimerais bien, je pense qu'on gagne mieux sa vie là-bas, mais... Bon, écoutez, la vie est longue. Je ferai passer le message. Mais non, mais j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup les dessins qui sont très forts, qui sont bien faits, qui sont. C'est gentil. Je pense au portrait de Jean Raspail qui est magnifique, et puis beaucoup d'autres. Enfin, et alors Arnaud Florac, quand même. À un moment donné, c'est pour ça que je vous dis que non, j'allais pas vous attaquer de négationnisme. Mais enfin, à un moment donné, vous dites quand même que la résistance était de droite. Certes. Il y a eu des résistants de droite, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a eu des résistants de gauche. C'est pas ce que je dis. Je dis que la résistance la plus courageuse, d'autant plus courageuse qu'elle a été anonyme et que par la suite sa mémoire a été salie, c'est la résistance de droite, voire la résistance, je sais pas si on peut dire extrême, ultra, giga. Vous parlez des Maurassiens. Les gens d'inspiration maurassienne, comme d'Étienne Dorf, puisque j'en parle dans le livre.
Des gens d'inspiration catholique traditionnelle, l'amiral de Pinfinténiaux dont je parle aussi dans le livre, ou encore des gens qui étaient inspirés par la révolution conservatrice, puisqu'il y a eu des résistants également en Allemagne, je parle de Stauffenberg. Donc la résistance, dire que la résistance est de droite, c'est une manière de donner envie au lecteur d'en savoir un petit peu plus. On commence à c'est une provocation. Non, parce que vous le savez très très bien qu'il y a eu, et à part, je ne parlerai pas du Parti communiste, du pacte germano-soviétique, vous savez très bien qu'à gauche, même des 40, il y a eu des résistants qui ne voulaient absolument pas du nazisme et et de Hitler. Bien sûr, encore une fois, dans les circonstances de crise, les catégories de gauche et droite deviennent inopérantes. Comme maintenant. Comme maintenant. Comme maintenant, c'est ça. Mais enfin, vous y allez fort. Et alors, autre chose aussi quand même, vous dites la République dans toute sa laideur. La République, il y a rien qui est bon, il y a rien, tout est à jeter dans la République. Alors je dis ça je crois dans l'article qui parle de 1314. Exact. Que j'identifie comme début du bordel de manière un peu arbitraire. Alors expliquez. Alors vous savez que c'est un débat du camp. On va pas trop parler en termes de camp, mais du camp conservateur pour le dire au sens large, de savoir quand ça a commencé à décliner. Les gens disent, est-ce que c'était en 68? Est-ce que c'était en 40? Est-ce que c'était en 14-18? Est-ce que c'était encore avant? Est-ce que c'était en 1789? Et on peut remonter comme ça hyper longtemps, jusqu'au traité de Verdun en 843. Jacques Bainville dit ça dans la petite histoire de France. Retenez bien la date de ce traité, c'est la cause de tous nos malheurs, etc. Donc en fait, on sait jamais. Et mais la préhistoire. Dans les grottes de Lascaux, tout a commencé à décliner dans les grottes de Lascaux. Est-ce que c'est pas un peu, n'importe quoi, ça, franchement? Mais bien sûr que c'est n'importe quoi. Donc arbitrairement, il faut choisir une date. Vous connaissez probablement ce film Mort d'un pourri, dialogué par Audiard encore une fois, dans lequel un personnage dit à Alain Delon, tu te rends bien compte que dans ce pays, il faudra un jour que ça craque. Et Delon lui répond, si on parle du même pays, je pense que ça craque depuis les derniers Valois. Voilà. Ouais, donc, il faut choisir arbitrairement une date. 1314, c'est pas si mal, puisqu'il y a un certain nombre, il y a un faisceau d'indices qui nous permettent de voir en germe ce que la République apportera plus tard, parce qu'il y a d'autres articles qui parlent des beautés de la République. Parce qu'évidemment, il faut argumenter. Donc oui, la République dans toute sa laideur. Ouais, non, mais parce que, si vous voulez, c'est ça, il y a pas une contradiction, mais quand même, vous savez très bien, ça, dans tous les pays du monde, ça a craqué, on pourrait jouer à ce petit jeu, tout a craqué depuis 3000 ans, enfin, les Roms, il vous dira quand est-ce que l'Empire romain a commencé à, etc. Mais c'est intéressant parce qu'il y a, chez vous, cette double tentation, cette double réalisation, et vous dites, oui, c'est vrai, il y a des tas de choses qui marchent pas, mais ce que j'ai lu à la fin, l'adresse au lecteur, si vous dites, bon, il faut que ça arrive, donc, bien sûr. Donc, est-ce que ce n'est pas, est-ce que c'est vraiment utile parce que vous rappelez cela? Est-ce que ce ne sont pas des polémiques qui doivent cesser d'être et d'exister? Et ou est-ce que vous faites ça parce que la doxa, parce qu'il y a une pensée dominante, entre guillemets, parce qu'elle est plus tellement dominante, qui consiste à avoir allié un certain nombre de vérités ou de contre-vérités, et vous dites, bon, mais il faut quand même rétablir un peu les choses? Alors, si vous parlez de la résistance de droite, c'est juste pour mettre un coup de projecteur sur une partie de la résistance qui a souvent été oubliée volontairement ou quand elle n'a pas été diffamée. Si on parle de 1314, c'est vraiment un article qui est parodique presque, parce que vous savez, c'est un débat qui est quasi complètement absurde. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. De la même façon, il y a un autre article qui s'appelle Duguesclin, coach en séduction, qui porte aussi un point d'interrogation, parce qu'on se doute bien que Duguesclin n'est pas un coach en séduction. Mais l'idée, c'est d'inciter le lecteur non seulement à s'approprier certains points de l'histoire de France, mais aussi à se poser la question d'une manière un peu oblique par rapport à ce qu'on lui apprend. Et pour compléter un petit peu ce que dit Arnaud, mais je pense que vous l'avez ressenti à la lecture de l'ouvrage, on essaye quand même de mettre aussi beaucoup de légèreté et d'humour, avec sérieux bien sûr, mais dans la lecture, parce qu'on n'est pas des contemplateurs ou des contempteurs, et l'idée c'est au contraire d'amuser et d'attirer le lecteur par ce biais aussi. Donc, mais c'est réussi, c'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec vous, et évidemment on n'est pas d'accord avec vous, mais je n'ai pas considéré comme une grande discussion philosophique ou théologique. C'est pas une to-do list, ni une somme théologique, c'est pas une mais c'est pour ça, mais pourquoi on aime un certain nombre de gens, de Céline à Audiard et de Morand à Chardonne, etc., c'est parce que au moins ils savaient écrire, ce qui est quand même déjà une qualité non négligeable. Mais de ce point de vue-là, justement, il y a quelque chose de... Moi, le chapitre sur De Gaulle m'a beaucoup amusé. Pourquoi? Parce que vous avez appliqué à De Gaulle ce que tout le monde dit de Mitterrand, l'artiste. C'est Mitterrand qu'on a toujours appliqué l'artiste, mais vous dire, attention, De Gaulle, chapeau l'artiste. Pourquoi? Racontez, parce que les gens n'ont pas lu votre livre, je les enjoins à le lire, mais... Il y a une ligne d'équilibre à trouver quand on parle du général de Gaulle. Il y a une hagiographie de Gaulle qui est maintenant, je pense, parfaitement documentée, parce que tout le monde est gaulliste. Le temps où Nicolas Sarkozy disait être gaulliste aujourd'hui, c'est être révolutionnaire, je pense que c'est complètement révolu. Aujourd'hui, tout le monde s'approprie de Gaulle.
ça veut plus rien dire d'ailleurs, c'est ce que je même dis au ceux début qui de étaient l'article. les enragés de mai 68, même les gauchistes de mai 68 pratiquement. Mais tout le monde se veut gaulliste parce que c'est un petit peu tout ce qui nous reste de régalien. Là pour le coup il y a une vraie nostalgie stérile de la part des gens qui se proclament du gaullisme en 2023. Et donc c'est aussi le moment de réhabiliter certaines vérités sur le général de Gaulle. Et en fait chapeau l'artiste parce que effectivement en termes d'illusionnisme c'est quelqu'un qui est remarquablement doué. Oui, mais il n'a pas été que illusionniste. Non. Mais il a réussi un numéro d'escamotage, notamment en 45, c'est ce que dit Audiard dans Vive la France. Il dit la France, grâce à lui, est passée directement de la défaite à la victoire sans passer par la collaboration. Et en fait, Audiard aussi. Audiard aussi. Lui, il est passé par la collaboration, mais il a récupéré une carte de résistant premium en avril 45. Mais voilà, quand on parle de Gaulle, il faut lui reconnaître un talent pour avoir inventé un souffle esthétique, éthique, dans lequel la France se retrouvait et qui lui rappelait les grandes heures qu'elle avait connues pendant des siècles. Donc pour ça, il a été très bon. Et il a été une deuxième fois illusionniste en Algérie, parce qu'il quand on est capable de déclarer « je vous ai compris », que tout le monde a l'impression d'être compris et que finalement il a rien compris, quand on rallume les projecteurs et que le magicien a disparu avec les portefeuilles, on se sent un petit peu floué, mais on peut pas s'empêcher d'applaudir. Et puis est-ce que la politique peut se faire sans illusion et sans illusionnisme? À mon avis, c'est probablement pas. De ce point de vue-là. Maintenant, juste un mot, je fais une parenthèse, il y a un livre, encore une fois, je parle de votre livre et vraiment, j'enjoins à le lire parce que vous allez passer un beau moment de plaisir. Même si vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce qui est dit, mais au moins il y a l'écriture et puis il y a la culture, ce qui n'est pas négligeable en ces temps opaques. Et il y a un livre que je vous recommande à vous deux aussi, vous l'avez pas lu, c'est le livre Le paradoxe français de Simon Epstein. Alors écoutez, lisez-le, ça s'appelle Antisémite dans la résistance, antisémite, oui, antisémite avant l'occupation et résistance sous l'occupation, c'est-à-dire qu'il raconte, mais document à l'appui, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un livre d'historien, comment les gens de l'ALICRA, de ceci, etc., ont basculé dans la Waffen-SS jusque-là, ou en tout cas dans la collaboration, et comment dans la résistance, il y avait effectivement des gens de droite ou d'extrême qui pouvaient être antisémites, qui ont basculé contre les Allemands, etc. Et c'est un livre extrêmement fort et documenté. Pour revenir à comment vous avez choisi vos écrivains, il y en a évidemment en fonction de quoi vous avez choisi Paul Morand ou Bernanos ou tous les autres, enfin Jean Raspail, etc. Alors évidemment c'est complètement arbitraire. Et évidemment, c'est une liste qui n'est pas finie. Il y a de la matière pour un volume 2 qu'on écrira peut-être cette année. On a commencé à travailler. Ouais. On sortira peut-être cette année. Alors il y a deux choses. D'abord, il y a des écrivains qui sont méconnus et injustement. Typiquement Paul Morand. Il n'est pas méconnu, Paul Morand. Je suis pas sûr que dans la génération contemporaine, je suis pas sûr que Morand soit hyper connu. Il y a des gens qui sont connus pour de mauvaises raisons, comme Céline. Il y a des gens qui sont un petit peu connus mais qui ont quelque chose encore à apporter à notre monde et qu'on est en train de se réapproprier. Je pense à Bernanos. Aujourd'hui, tout le monde prétend avoir lu La France contre les robots parce que ça s'applique à notre monde, etc. Donc les gens sont en train de redécouvrir Bernanos. On découvre qu'il y avait des millions de lecteurs de Bernanos qui connaissaient très bien son œuvre et qu'on l'avait jamais soupçonné. C'est quelqu'un qui est en train de revenir à la mode. Et en fait, il faut se réapproprier complètement son discours, voir tout ce qu'il a dit. Ouais. En tout cas, Bernanos est un des auteurs qui fait vraiment qu'il est bon revisité. Il a beaucoup appris. On se retrouve juste après cette petite pause et je crois que Esteban a une annonce à nous faire et des heureux. Ah oui, des heureux et une heureuse évidemment puisque c'est Alice qui est la grande gagnante du jour. Bonjour Alice. Bonjour. Vous nous appelez depuis Talence Alice. On est ravis de vous faire gagner aujourd'hui Alice. Et vous allez voir Alice, vous allez être ravis. Vous gagnez Alice un week-end pour 2 personnes dans des lieux d'exception en France avec notre partenaire Vacances Bleues. Alors il y a des adresses mythiques ou des destinations que vous connaissez. Alors il y a 24 destinations en France. Puis il y a aussi en Europe, il y a Biarritz, il y a Megève, il y a Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a Paris, Saint-Raphaël. Des lieux exceptionnels pour des souvenirs exceptionnels dans un château médiéval, une résidence art déco ou un ancien palace Belle Époque en hôtel club ou en résidence. Félicitations Alice. Ah mais c'est merveilleux, merci beaucoup. Alice, je peux venir avec vous ? Vous avez déjà quelqu'un, oui, j'ai compris. En tout cas, écoutez, on est ravis de... Avec plaisir, Alice, on est ravis de vous faire gagner ça pour les fêtes de Noël et puis pour tout le monde. Ça continue le Grand Sapin Sud Radio jusqu'au 25 décembre sur sudradio.fr et sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Félicitations encore, Alice. Merci beaucoup et merci pour vos émissions. On écoute tous les jours. C'est génial. Merci, Alice. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio.
Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors voilà, j'ai avec moi un duo de réac, mais qui écrivent très bien et qui dessinent très bien. Donc il leur sera beaucoup pardonné parce qu'ils auront beaucoup stylisé et c'est une bonne chose. Et c'est un livre, encore une fois, que je vous recommande parce qu'on y prend beaucoup de plaisir. Alors, on parlait un peu de la République, de la résistance, etc. Et vous avez choisi notamment Pierre Desproges et pas Coluche. Oui. Pourquoi ? Je pense que le travail de Desproges a mieux vieilli que celui de Coluche. Ça, c'est vraiment un avis personnel. Ouais. Et je pense aussi que Desproges était un écrivain, ce qui n'était pas le cas de Coluche. Donc il y a toujours quelque chose. En fait, vous lisez les textes de Coluche quand ils sont pas dits par Coluche. Bon, c'est pas mal, mais oui, c'est vrai. Enfin, vous lisez les textes de Desproges. C'est encore. C'est encore brillant. Aussi, c'est brillant. Et puis même les textes qui sont datés, je pense au réquisitoire du tribunal des flagrants délires, où il n'y avait pas que des gens qui sont passés à la postérité. Même si vous n'avez pas les références, même si vous n'avez pas grandi dans les années 80, en fait c'est encore bien, c'est encore drôle. Et il y a un côté éducateur chez Desproges dans la façon d'écrire. Ce que je dis dans le bouquin, c'est si vous voulez apprendre à écrire, vous allez courir pendant 6 mois avec du Desproges dans les oreilles. Je pense qu'il y a vraiment ça. Et il n'y a pas ça chez Coluche. Ouais. Et pourquoi aussi je peux compléter, Coluche était quand même connu pour avoir des scouts qui faisaient le tour des cafés théâtres tous les soirs et les artistes amateurs retrouvaient leurs propres blagues dans la bouche de Coluche sur une radio concurrente le lendemain. Donc Coluche avait une forme de génie, mais c'est pas très 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 sympa ça, parce que Coluche n'était pas, enfin il n'était pas que ça, mais il y a eu beaucoup de copycat à l'époque aussi. Hein. Oui, mais très sincèrement, je vais vous dire, moi j'ai bien connu Coluche, c'est pas parce que je l'ai bien connu, c'est quelqu'un qui avait son génie propre. Vous savez, ce qu'il a réussi à faire dans la grande blague des élections de 80. C'était assez hallucinant, quoi. Mais vous l'aimez pas parce qu'il est de gauche, c'est ça ? Pas du tout. J'aime beaucoup Coluche par ailleurs, mais s'il fallait choisir un génie propre, c'est vrai qu'on a privilégié Desproges. Ouais. Mais parmi les humoristes, vous voyez d'autres, je sais pas parce qu'il n'est pas dans votre bouquin. Est-ce que, pour vous, par exemple, et ce qui compte d'abord, c'est le style ? Alors, je sais que Cocteau disait que la forme, c'est le fond remonté à la surface. Mais quand même, est-ce que c'est pas le style qui compte ? Et on dit toujours, vous savez, les écrivains de droite écrivent mieux, ou en tout cas ont plus de style que les écrivains de gauche. Alors les écrivains de droite, bon, je considère qu'effectivement ils écrivent mieux que les écrivains de gauche, mais c'est pas une vérité absolue. Si tendanciellement ils écrivent mieux dans les gros volumes que les écrivains de gauche, et si les gens sont plus drôles à droite qu'à gauche, pour autant encore une fois que ces catégories existent encore, c'est peut-être parce que les gens de droite n'ont pas d'abord quelque chose de miraculeux à délivrer, ne considèrent pas qu'ils aient un message extraordinaire. Que la vie est plus légère et que... C'est d'ailleurs le cas, on parlait hors antenne de Roger Nimier, mais c'était d'ailleurs le cas de l'opposition entre le nouveau roman et les hussards. En fait, la raison pour laquelle les nouveaux romans nous paraissent aujourd'hui terriblement chiants, je pense qu'il était déjà à l'époque, c'est parce que les auteurs étaient persuadés d'avoir quelque chose à dire, et en tout cas un style à déconstruire, une forme à réinventer, etc. Nimier et ses copains, ils voulaient juste faire des bons romans. Et par ailleurs, pour terminer sur votre question sur le style, alors effectivement, je pense que forme et fond sont indissociables, mais surtout, qu'on parle de politique, de religion, d'art ou de n'importe quoi, toute conversion est esthétique. C'est vraiment un truc auquel je crois profondément. De toute façon, l'art est esthétique. Si l'art n'est pas, il n'y a pas d'esthétique, ça ne vaut pas grand-chose. Mais vous voyez, par exemple, il y a des gens, les plus grands, en fait. C'est intéressant, mais je vous pose la question à vous deux. Hein. Les plus grands transcendent ces notions de droite et de gauche qui, pour moi, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, la droite a, comme on répète, hein, la gauche a perdu le peuple et la droite officielle a perdu la nation. Qu'est-ce qui fait que Samuel Beckett, qui a écrit en français, hein, il n'était pas seulement irlandais, personne ne peut la qualifier de droite ou gauche, on s'en fout complètement. Est-ce que les très grands écrivains ou artistes ou peintres ou interprètes, et c'est ça le vrai, est-ce qu'ils ne transcendent pas ces notions de droite ou gauche ? On s'en fout complètement parce qu'ils sont tellement bons dans ce qu'ils font. Et je parlais de Beckett, mais il y en a beaucoup d'autres. Je parle de Blaise Cendrars. On pourrait en citer un certain nombre. Moi, je pense que les plus grands, surtout, ne se définissent pas en termes de droite ou de gauche. Si on reparle de Desproges, cité, je sais pas si c'est une vraie citation, mais Desproges dans un de ses spectacles dit qu'on soit de gauche ou de droite, on est hémiplégique, disait Raymond Aron, qui était de droite. Ouais, c'est pas, mais il disait pas ça Raymond Aron, mais elle est très bonne. Voilà, et en fait, il y a ça, c'est-à-dire que les grands artistes sont les grands auteurs, les grands
sont d'abord de grands artistes. Voilà, ils se posent pas la question. Non, je partage. Après, la gauche telle qu'on l'a définie aujourd'hui, c'est la notion de progrès, donc de progrès permanent. Donc à partir du moment où quelqu'un ne donne pas des gages de progrès en permanence, il devient de facto de droite dans la lecture qu'on a aujourd'hui. Donc mais alors, en fait, à quoi vous attribuez justement? Parce que quand je lis ce bouquin, je me dis bon. Le problème, on sait qu'on n'est pas dans des périodes, enfin, je veux dire, on vous dit, ah là là, la période n'est plus possible, c'est pas possible, le drame, les trucs. Enfin, 40-44, c'était pas mal, et puis même si on remontait à 1314, il y a eu quand même des périodes de l'histoire de France qui étaient plus sanglantes, dramatiques, et nettement que ça. Pourquoi il y a cette espèce, alors on va pas parler du woke et de la cancel culture, mais quand même, pourquoi il y a cette espèce de solennité prétentieuse et obséquieuse, imbécile, où effectivement l'humour est en train de, je ne dis pas de disparaître, mais enfin de vraiment d'être relégué au magasin des accessoires. Tu vois, même le dessin, hein, je veux dire, moi quand je pense encore une fois à Harakiri ou Charlie, je parle du Charlie de ces années-là, et puis beaucoup d'autres. Je vais pas remonter à l'assiette au beurre, je vais pas remonter à tout ça. Et quand je relis, parce que moi j'adore les pamphlétaires, les polémistes, vous lisez l'anthologie des pamphlétaires qu'a écrit mon ami Cosculuela, vous lisez Zodaxa, vous lisez Laurent Taillade, vous lisez tous ces gens-là. Ils avaient un talent de folie. Et je me dis, c'est quoi? C'est parce qu'on est au temps de la télévision, d'Internet, etc. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Je pense que la dérision est devenue une norme. C'est beaucoup plus facile d'être subversif quand il y a une solennité dans les structures. Si tout est dérisoire, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui, si tout peut être tourné en dérision, si aucune valeur n'est digne de sacrifice, s'il n'y a plus rien de sacré. Il y a un bon bouquin de Sonia Mabrouk sur le sens du sacré qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est exactement ce qu'elle dit. En fait, ce qui est sacré, c'est ce qui est digne de sacrifice. Et si plus rien n'est digne de sacrifice et si tout est dérisoire, en fait, c'est très difficile d'être drôle puisqu'on n'a rien à quoi s'opposer. On n'a aucun pilier sur lesquels on peut dire non mais ça c'est un petit peu ridicule. C'est beaucoup plus facile de tourner en dérision la solennité du pouvoir quand on est sous De Gaulle, on en parlait tout à l'heure, quand on est sous Macron. Ouais. Parce que le pouvoir n'existe plus ou parce que le pouvoir est devenu parodique? Le pouvoir est devenu médiocre, il est sa propre parodie. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et pour le dessin, c'est vrai. Moi, je veux dire, je remarque que le dessin d'humour, très sincèrement, le dessin, je dis pas qu'il a disparu, heureusement. Vous êtes un certain nombre à le défendre, là, et à le pratiquer. Mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Et je veux pas dire que c'était pas mieux avant, c'est pas le problème. Et vous aviez quand même une pléiade, enfin, excusez-moi, vous aviez Reiser, vous aviez... il y a eu quelques petits événements géopolitiques qui ont fait que... peut se prendre des bastos quand même, donc je pense que ça a pu refroidir certaines personnes. Non, après non, je pense qu'il y a toujours une tradition du dessin de presse en France qui est vivace. On le montre au sein de La Furia et au sein d'autres magazines. Le Canard enchaîné aussi, hein, c'est pas propre à droite. Il y a toujours une tradition du dessin de presse, du dessin satirique, qui sait appuyer ou taper là où il faut. Donc non, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit mort aujourd'hui. Au contraire, je pense qu'il y a un bel avenir. Mais que vous inspire effectivement parce que vous dites c'est pas sacré, mais est-ce que le woke a remplacé le sacré? Est-ce que le fait, par exemple, qu'on arrive, et on a d'arriver, je prends un anglicisme, mais c'est exprès, au congrès américain, vous savez, on fait toujours une prière à la séance d'ouverture de congrès, et on a eu ça, c'est absolument authentique. Quelqu'un a dit, finissez ça, parce qu'on dit la prière en Amérique, il dit Amen, et il ajoute à Woman. A Woman, ouais. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas devenu cette espèce de parodie d'ersatz du sacré, contre lequel, si vous dites des choses, vous risquez la chambre correctionnelle, le procès, etc., etc. Votre exemple est bon parce qu'en plus de la culture woke, il y a l'inculture totale de quelqu'un qui maîtrise même pas sa propre langue. Je pense que dans cette imposition, dans ce sectarisme de la sous-culture woke, il y a qu'une partie du sacré. En fait, c'est le tabou. Et le tabou, c'est qu'une partie du sacré. Encore une fois, le plus important dans le sacré, c'est ce qui est digne qu'on se sacrifie. Et je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui aient envie, sans même parler de mourir, qui aient envie de souffrir ou de donner du temps pour que survive à travers les siècles la culture woke. Est-ce que ça vient par rapport ce qu'on dit beaucoup aussi, c'est que l'individualisme tout à fait radical, si on peut dire, dans lequel on baigne aujourd'hui, la notion de la cause collective, du bien collectif, etc., a un peu disparu? Est-ce que ça joue, ça, à votre avis? Je pense que ça peut revenir assez facilement.
Moi, je veux compléter ce que disait Arnaud. Enfin, tu dis qu'il n'y a pas de choses dignes d'être sacrifiées dans le wokisme. Petit point d'attention, c'est qu'il y a quand même des gens qui sacrifient leur partie génitale, qui sacrifient leur poitrine, Non, mais c'est un vrai point. Ouais, c'est vrai. Voire parfois leur vie, malheureusement, du fait de cette idéologie. Donc, on peut jouer à la ridiculiser, même s'ils y arrivent très bien tout seuls. Ils n'ont pas besoin de nous, mais il faut quand même tenir compte, des vies qui sont durablement, voire définitivement impactées par cette idéologie. Donc, si, il y a malheureusement des choses qui sont sacrifiables dans cette tendance. Donc, on doit aussi en tenir compte. En tenir compte, c'est vrai. C'est vrai. Et je voudrais revenir au livre, etc. Mais encore une fois, vraiment, il faut prendre le temps et le plaisir de le lire. Alors, Les Trois Mousquetaires. Pourquoi Les Trois Mousquetaires ? Les Trois Mousquetaires, c'est pour moi un incontournable de la culture française. Il y a un tour de force quand même absolument génial de la part de Dumas de réussir à retranscrire aussi brillamment l'idée qu'on se fait de ce siècle-là. Et puis il y a un certain nombre. Baudelaire disait que le génie c'était d'inventer le cliché. Dumas a inventé quand même pas mal de clichés dans ce livre. Il a inventé la bande de copains qui se reforment en souvenir du bon vieux temps. Il a inventé pour tous pour un, ces caractères qui sont complémentaires et qui mis ensemble sont vraiment à mon avis le meilleur de l'esprit français. Les Trois Mousquetaires, c'est Tillinac qui disait être élevé par les Trois Mousquetaires, c'était un élément essentiel de la colonne vertébrale. Je crois qu'il disait de droite, mais on a déjà parlé de ça. Il y a les gens qui ont été élevés par les Trois Mousquetaires, et puis il y a les gens qui ont été élevés par autre chose. C'est vraiment un livre fondateur, je pense, qui mérite une relecture chaque année. Peut-être on passe à une petite pause. On marque cette dernière pause dans Berkov dans tous ses états, puis après on prendra vos appels au standard au 0826 300 300 et vos questions sur le Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Joyeux Noël. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bourvil, la tendresse. Alors vous avez écrit sur la tendresse, hein ? Et pourquoi ? C'est un thème qui est central et qui est probablement un petit peu négligé, je pense, dans une éducation contemporaine, fût-elle minimum. Il y a quelque chose de très important dans la tendresse parce qu'on la confond aujourd'hui dans notre société où il faut être soit une victime intégrale, soit quelqu'un d'inaccessible à la pitié. On la confond avec beaucoup trop de choses et il y a un travail à faire sur soi, un travail intérieur pour redécouvrir la tendresse qui est, je pense que c'est ce qu'on a de meilleur au fond du cœur. Ouais. Et vous trouvez que elle n'est pas, on la sent pas beaucoup aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas beaucoup de manifestations de tendresse, quoi. Ce que je dis dans l'article, c'est qu'on a déplacé le centre de gravité affectif, collectif de la société, vers la bienveillance. Un mot creux et nul qui correspond très bien au régime sous lequel on vit. On s'extasie sur les petits chats et on écrase les enfants. On trouve ça génial d'accueillir des centaines de millions de gens en Zodiac, mais on laisse crever les petits vieux dans des EHPAD. On s'est trompé de combat, on est devenu bienveillant et on a cessé d'être tendre. Et en fait, on a perdu, je pense, une partie de notre humanité, mais une partie de notre capacité d'émerveillement, parce qu'il y a une notion d'émerveillement dans la tendresse. Romain ? Moi, je complète. Et puis la tendresse, c'est le corollaire de la force. C'est-à-dire que c'est la force donc la force, en l'occurrence du père de famille, de l'homme qui décide parce qu'il sait que c'est bon, d'accorder de la tendresse. C'est pas quelque chose qui est subi, la tendresse. C'est quelque chose qu'on décide et qu'on donne, et c'est quelque chose qui est important. Et la femme n'a pas la tendresse. Vous parlez évidemment, du père de famille et la mère de famille. On ne parle que de notre point de vue. On ne parle que de notre point de vue, évidemment. Encore des machos. Bien sûr. Battre plus de 50 ans, je pense pas. Vous n'êtes pas loin. Macho blanc hétérosexuel. C'est terrifiant. On salue nos épouses. Non, je pense que c'est plus naturel pour nos épouses, pour une femme en général, de faire preuve de tendresse, parce qu'il y a un lien qui la rattache à la vie quand elle accepte de la donner. Voilà. Et justement, il y a une lecture virile, voire parfois viriliste, même à droite, qui fait que on confond virilité, force et puissance, et que en fait la tendresse est justement une composante intégrale de cette virilité et qu'on a voulu rappeler dans le bouquin. Ouais, vous le faites bien. D'ailleurs, pourquoi dit-on la virilité ? On peut se poser des questions. Et le féminisme. Le féminisme. Terrible. Faut changer tout ça. Faut changer tout ça. C'était Jean Paul qui disait, c'est embêtant en ce moment, c'est que les mots ont changé de sens et les sens de mots.
Nous vivons tous là depuis Orwell et même avant Orwell, etc. Alors, je voudrais qu'on parle, vous avez dit, on l'a un peu oublié, et c'est vrai, Paul Morand. Oui. Pour prendre cet exemple, parce que Paul Morand, c'est vraiment le prince du style, enfin, un des princes du style, je dirais. Je relisais son bouquin sur Fouquet, sur le surintendant Fouquet, magnifique. Le soleil. Le offusqué. Voilà, magnifique. Et au fond, je crois que ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est quand même, vous dites, je suis pas la nostalgie, il y a la nostalgie quand même d'un art de vivre à la française. Je veux dire, que ce soit les mets, le vin, l'amour courtois, remplacé par un certain, même pas remplacé, d'ailleurs, remplacé par rien, mais il y avait, moi ça m'a frappé quand, effectivement, Emmanuel Macron a dit, il n'y a pas de culture française. C'est intéressant, parce qu'au-delà de dire, qu'est-ce que c'est que ça dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut dire aujourd'hui ou hier ou avant-hier, qu'il n'y a pas de culture française? C'est étonnant. Comment vous dites, encore une fois, ne l'accablons pas, mais comment on peut dire ça? Je suis même étonné, quelles que soient les tendances et où on se situe. Bon, déjà, c'est pas la peine de l'accabler. Il le fait très bien tout seul. Et ensuite, je crois qu'il a précisé sa pensée en disant que s'il y avait une culture française, il ne savait pas ce que c'était. Je pense que c'est beaucoup plus vrai de dire ça. C'est pour ça qu'il faut une éducation, en fait. Ouais, même minimum. Même minimum. Et qui est jamais fini, puisqu'on peut faire 10 bouquins encore. C'est vrai. Mais j'espère que vous les ferez, parce que très sincèrement, je crois que toute pédagogie aujourd'hui est à prendre. Après, on peut être pour, on peut être contre. D'ailleurs, dans tous les domaines, et j'espère que, par exemple, les Républicains ou à gauche, il y a des gens formidables qui ont écrit magnifiquement et qu'ils le fassent aussi. Enfin, ça existe. Mais je crois que, vous savez, moi, au fond, quand j'ai lu ce livre, et encore une fois, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, je me dis, mais là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver sur des dénominateurs communs? Je veux dire que ce soit la qualité, le style, l'intelligence, et de pas être enfermé dans une espèce de carcan et d'œillère, quoi. Je pense que c'est en train de tomber ce carcan idéologique. Et encore une fois, toute conversion est esthétique. Moi, c'est vraiment quelque chose que je crois profondément. Et si les gens se rejoignent sur ce qu'on pourrait appeler un programme commun dans ce livre, on sait très bien. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on n'a pas, les lecteurs verront dans le bouquin qu'il n'y a pas une dimension métapolitique évidemment, mais il n'y a pas de dimension politique. On va pas donner des grandes idées, parler de faits d'actualité, prendre position. On parle de gens, on parle d'événements, on parle de bouquins, etc. Et les gens s'y retrouveront plus ou moins, adhéreront plus ou moins, accrocheront. Mais l'idée, c'est de mettre les gens en branle, en fait. C'est de les mettre en marche. Alors, il y a 2 actrices dans ce livre. Je voudrais dire là-dessus. Il y a Fanny Ardant et Brigitte Bardot. Oui. Alors ça, c'est un choix extrêmement subjectif, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'autres actrices qui pourraient l'avoir. Mais pourquoi Fanny Ardant et pourquoi Brigitte Bardot? Alors d'abord, pourquoi seulement 2 actrices? Parce qu'il fallait laisser la place pour d'autres figures de femmes qui sont peut-être moins connues parce que moins passées à la télévision. Et donc en limitant ça à 2 actrices, on est obligé de prendre des icônes et on est obligé de faire le tri. Alors Brigitte Bardot, évidemment, parce que Brigitte Bardot, c'est un tournant dans le cinéma français. C'est qu'on peut peut-être dater à Et Dieu créa la femme. Il y a un avant et un après Brigitte Bardot dans plein de choses, y compris dans la discographie de Serge Gainsbourg d'ailleurs. Et Fanny Ardant parce que alors, encore une fois, vous parliez d'art de vivre et vous parliez de se mettre d'accord sur le style, etc. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup plus français que la voix de Fanny Ardant. Et ce qu'on dit dans le livre, mais elle pourrait faire une pub pour des aspirateurs, on aurait l'impression qu'elle lise Veig. C'est quand même quelqu'un d'incroyable, ne serait-ce que pour ça. Et puis en dehors de sa voix, c'est une icône. Elle véhicule un style au point qu'elle a été reprise dans La Grande et Bellezza de Sorrentino. Oui, vous en parlez. Il y a une scène coupée où elle croise. La scène est beaucoup plus longue dans la version originale, où elle croise Jeff Gambardella. Ils échangent quelques mots et en fait, il n'y a pas plus français qu'elle. Ils échangent quelques mots en français. Voilà. Oui, c'est vrai, mais c'est en tout cas. Et Bardot, pour vous, c'est la quintessence de l'esprit français. C'est une partie de la quintessence de l'esprit français. Il y a quelque chose et quelque chose qui traverse les siècles quand même dans ce genre de figure de femme très libre, très libérée, sensuelle, érotique, mais sans obscénité, ce qu'on a également un peu perdu, ce sens de l'équilibre entre la grâce, la séduction au tome 2, il faudra mettre une forme d'élégance. Il y aura probablement Arletty dans le tome 2. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Oui. Brigitte Bardot, on peut presque dire que Brigitte Bardot, c'est Madame du Barry avec une jupe Vichy et des ballerines. Il y a quelque chose de très traversant les siècles dans la personnalité de Brigitte Bardot. Et c'est très bien d'avoir mis Hannah Arendt, candidat libre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage, parce que
femme libre au sens le plus littéral du terme. Et en fait, ce qu'on retire, alors pour vous, vous avez... D'abord, l'intention quand vous avez commencé cela, c'était quoi? C'est de dire, attendez, il y a un certain nombre de repères, peut-être que ce serait bon de rappeler un certain nombre de repères dans cette éducation, vous dites. Vous savez, c'est l'éducation sentimentale de Flaubert, et puis il y a Blondin qui a écrit aussi sur l'éducation européenne. En rencontrant un certain nombre de lecteurs, notamment de la Furia, on s'est aperçu qu'ils avaient tous en commun deux choses. D'abord, un amour très profond de notre pays, de ce qu'il était, et ensuite une idée, en tout cas pour les plus jeunes, de pas nécessairement savoir par où commencer. Ils savent très bien pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Ils sont très solides, probablement beaucoup plus militants et beaucoup plus engagés que notre génération de l'était, parce qu'ils voient que les choses peuvent très bien s'effondrer. Nous, on prenait ça pour, on se disait bon voilà, on restera aux marges, et puis de temps en temps, on fera un coup d'éclat, voilà. Et ça sera toujours comme ça, et c'est très bien. Et eux ont une conscience aiguë de ce qu'ils risquent de perdre. En revanche, et encore une fois, c'est pas de la faute de cette génération-là, c'est de la faute des parents, c'est de la faute des profs, c'est de la faute de la télé, c'est de la faute de ce que vous voulez, mais c'est pas de leur faute à eux. Ils ont pas lu ça, ils ont pas lu Morand, ils connaissent pas Hannah Arendt, voilà, ils connaissent pas Fanny Ardant. Il serait temps que les professeurs se remettent à l'ouvrage, et nous aussi. Merci. Merci à vous. Éducation minimum aux éditions Magnus Arnaud Florac, Romée de Saint-Céran. C'est disponible si vous voulez faire un petit cadeau de dernière minute. À Noël, c'est encore disponible aux éditions Magnus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. André Berkoff, c'était la dernière de Berkoff dans tous ces états pour l'année 2023. 2023, évidemment. Et vous revenez demain pour la culture avec Céline Alonso. Vous recevrez Daniel Auteuil, qui a fait un superbe album de chansons. Vous voyez, c'est pas le Daniel Auteuil acteur, enfin. Ça aussi. Daniel Auteuil, compositeur et chanteur. Magnifique, c'est la première fois qu'il vient et vraiment, c'est très 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 beau ce qu'il a fait. Et puis nous, d'abord, je voulais remercier. Vraiment, je voudrais remercier les auditeurs de Sud Radio qui sont aujourd'hui, faut dire, on voit sur YouTube, il y a des millions qui nous suivent et qui nous écoutent et vous nous encouragez beaucoup. Vous savez, les radios libres, en tout cas la liberté, ça ne se divise pas. Ça ne se dissocie pas, et c'est très important pour nous que vous ayez, et on n'aura jamais une réponse à tout, et vous le savez, je le redis, nous avons question à tout, et nous continuerons de voir. Alors très bonne année, très bonne fête, très bon Noël, amusez-vous, et dites-vous que n'oubliez jamais que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible, alors soyez dans l'intensité, l'amour, le bonheur, la tendresse évidemment, et puis on se retrouve début janvier. Encore plus fort. Et demain, c'est Alexis Poulain qui prendra les rênes de midi à 13h. Tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.